RFM Midi. Midi en temps universel et partout au Sénégal, l'heure du grand journal. Au sommaire, le calme revenu à Matam au lendemain de violentes manifestations qui ont suivi la mort accidentelle d'un jeune conducteur de moto Jakarta. Des dizaines de jeunes interpellés finalement libérés après l'intervention du marabout Thierno Samassa. Nous suivrons le chassé-croisé des candidats à la présidentielle du 24 mars. À Sédhiou, Khalifa Ababacar Sall promet des solutions à la salinisation des rizières et au vol de bétail. À Fatick, Amadouba annonce une indemnité mensuelle aux personnes âgées de 65 ans et plus, non bénéficiaires d'une pension de retraite. Retraite des députés, justement, l'Assemblée nationale en plénière ce mardi pour examiner une proposition de loi sur la question et puis à suivre la réponse du ministre de la Pêche et de l'économie maritime au syndicat autonome des travailleurs de chantier naval. Pape Sagna Mbaye explique les raisons du non-renouvellement du contrat de Dakar Nav. Nous reviendrons sur la décision du président Macky Sall d'éponger la dette fiscale des entreprises de presse et des impayés de redevances au 31 décembre. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. L'heure est donc à l'apaisement à Matam après les incidents de dimanche soir. Les populations avaient violemment manifesté après la mort d'un jeune conducteur de moto Jakarta heurté par un indicateur des douanes. La dizaine de jeunes qui avaient été arrêtés a été finalement libérée suite à une médiation du marabout Thierno Samassa. À Matam, Ali Bandelnion. Le calme est bien revenu dans la ville de Matam. Les jeunes qui manifestaient contre la mort par accident d'un conducteur de Jakarta cèdent finalement devant l'intervention de Thierno Mohamedou Samassa. Après avoir incendié le poste frontalier situé sur la berge du fleuve Sénégal et les chantiers de construction des nouveaux locaux de la douane au quartier Soubalou, les manifestants voulaient passer à une vitesse supérieure. D'où cette réaction des autorités administratives locales qui ont réquisitionné les éléments de l'escadron d'intervention de la gendarmerie. Une intervention en renfort aux agents de police qui avaient déjà la situation sous contrôle. Les hommes en bleu en opération ont procédé à de nombreuses interpellations. Seulement, comme c'est le cas en de pareilles circonstances, le marabout de Matam a encore réagi. Les jeunes arrêtés ont tous été relaxés et les éléments de la gendarmerie ont rejoint leur caserne située à Tchambé. Et depuis ce matin, les agents de l'UCG sont en train de s'affairer autour du balayage pour rétablir tous les axes où des pneus ont été incendiés et des cailloux superpositionnés pour barrer le passage des automobiles. Matam, Ali Bandelnian, RFM. À l'autre bout du pays, à Sarah Madina Molo, c'est le désarroi après l'incendie qui a tout emporté cette nuit, même les rations alimentaires achetées pour le ramadan. La mosquée est tout de même épargnée par les flammes et l'imam Djibiba fait un appel à la solidarité en faveur des populations de Sarah Madina Molo dans la commune de Koussanar. Djibiba avec Ousseinou Diallo. Bon, il faut dire très rapidement que l'incendie était très violent et il y a eu même mort d'homme, un enfant et son père qui ont été brûlés vifs. C'est une tragédie. On a beaucoup perdu, presque tout ce qu'on avait acheté, les provisions, et rien, tout est parti en fumée. Les gendarmes sont venus, les sapeurs-pompiers ont aidé à se construire le feu. On l'a éteint finalement, mais pour dire vrai, nous avons tout perdu dans ce village, tout. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. À 12h04, venons-en aux différends entre l'État du Sénégal et Dakar Nav. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime dément les affirmations du syndicat autonome des travailleurs de chantier naval qui parle de rupture abusive de contrat. Pape Sagna Mbaye précise que ce contrat est arrivé à son terme et ne sera pas renouvelé. Et c'est une décision de souveraineté parce que Dakarnave et la Marine nationale entretiennent des relations conflictuelles. Le ministre rassure toutefois les travailleurs, les emplois seront préservés. Abdou Diouf Diagne.
En dépit des cris d'orfraie des travailleurs de Dakarnave, l'État du Sénégal reste ferme et résolu à maintenir le cap de la séparation d'avec les Portugais. Il s'agit, selon le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, d'une question de souveraineté nationale. L'État a décidé de mettre en avant cette notion de souveraineté, de sûreté et de sécurité concernant Dakarnave. La marine est la structure la plus habilitée à assurer la surveillance de nos côtes et surtout ses plateformes. La marine qui monte en puissance, l'ensemble de ses frégates, de ses navires de guerre qui ont été achetés. La marine doit recevoir encore 3 autres bâtiments pour compléter sa flotte. Cette marine-là doit pouvoir bénéficier d'une notion de priorité. Aujourd'hui, la marine n'a même pas accès au magasin de Dakarnave. Aux travailleurs, le ministre donne des garanties. Aucun emploi n'est menacé. La première condition du président Macky Sall dans cette nouvelle concession, c'est la préservation de tous les emplois, directs et indirects. Tous les emplois. Aucune exception ne sera accordée pour une soi-disant perte d'emploi. Ce n'est pas possible. Et si c'est ça le problème des travailleurs, ce point de vue, ils n'ont qu'à le mettre de côté. C'est réglé. Par ailleurs, le ministre Pape Sagna Mbaye dément toutes les allégations relatives à un marché gré à gré qui aurait été contracté. Je suis dans un État qui se respecte. Un ministre ne peut pas enjamber un premier ministre, faire fi des directives du président de la République, enjamber la DSMP et l'ARCOP ne sont pas dans une jungle. Et j'en profite pour dire à ces gens de l'ombre, je ne parle pas des travailleurs, mais ces gens qui mettent la pression, basta, nous comprenons tout, nous avons toutes les informations. La nouvelle répartition du capital prévoit 60% pour le nouveau concessionnaire, 30% à la Société des infrastructures et de réparation navale et les 10% restants seront laissés aux nationaux. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Tout autre chose maintenant avec la colère des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal et particulièrement de l'espace numérique ouvert de Guédiawaye face au retard de paiement des bourses. Depuis 5 mois, le problème persiste et les étudiants en licence 3 de l'Université virtuelle du Sénégal dénoncent l'absence de réaction de leur fédération face à cette situation. Ils prévoient de manifester pour exiger le paiement des bourses. Reportage Omar Mbow. Sans ces bourses, on est quoi? On est censé faire quoi? Pas de bourse, pas une seule heure de cours de plus. C'est ce que décrètent ces étudiants de la licence 3 de sociologie de l'université virtuelle de l'ENO du département de Guédiawaye. Nous tous, nous savons la situation du pays. On n'est pas tous égaux. Il y a des gens, ils ont les moyens, mais il y a d'autres. Comptez ces gens. Regardez ces étudiants qui sont là. S'ils sont là, c'est parce qu'ils en ont besoin. Et moi, j'exige à ce que le directeur nous paye nos bourses cette semaine même. Balla Diatta et camarades ne comptent pas aller en guerre sans leurs armes et leurs moyens de mener le combat. Ce n'est autre que de la connexion. Cette administration, elle est faillible. Il nous donne 7 gigas de connexion chaque fin du mois. Ces 7 gigas-là, c'est insuffisant. Nous faisons la sociologie. Avec 2 séminaires, on te dit que tu n'as plus de passe. C'est à base de ces bourses-là qu'on utilise pour augmenter nos goûts de connexion. Si on a tenu jusqu'à présent, jusqu'en licence 3, c'est parce que ces bourses-là nous ont permis de le faire. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont abandonné les études parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Mais actuellement, là, la situation, elle est catastrophique. On demande à ce que le directeur puisse nous payer nos bourses au plus vite possible. Pour l'acquisition de leur dû, la négociation n'a pas sa place. C'est pas quelque chose qu'on quémane. C'est notre droit le plus absolu. C'est eux qui étaient censés nous représenter. Ils sont là. À chaque mois, ils nous donnent des fausses promesses. Maintenant, moi, personnellement, je demande la dissolution de cette PNU. Parce que ça ne sert à rien. Les étudiants de la licence 3 de sociologie de l'université virtuelle Eno Guédiawaye ne donnent que quelques heures aux autorités, disent-ils, pour entrer dans leur fonds. RFM Guédiawaye, Omar Mbow. À Tivaouane, des élèves et étudiants issus des daras de la ville sont sélectionnés pour être formés par l'ONFP. Ils vont ensuite assurer le fonctionnement normal des équipements de la grande mosquée, tels que la climatisation, l'électricité et le système informatique. Les travaux de la grande mosquée, justement, sont presque achevés et des ouvriers et techniciens de nationalité étrangère s'activent autour des finitions. Reportage de Cherante Diop. Ce sont des jeunes issus de la Khadra des Daras de Tivaouane. Ils sont employés comme ouvriers dans ce chantier de la grande mosquée de Tivaouane. Un changement de paradigme, selon Abdou Aziz Diop, membre du comité de pilotage. On passe maintenant à une nouvelle ère. L'employabilité des jeunes issus de la Hadara, des jeunes qui n'avaient aucun diplôme, qui étaient issus des Daras. Mais aujourd'hui, avec ce partenariat, c'est des jeunes qui auront des diplômes qualifiants, des emplois, une formation qualifiante à la carte, mais aussi avec un bon référentiel. Selon le directeur général de l'Office national de formation professionnelle, Mamadou Mounirouli, ce projet constitue une réponse pertinente en matière de l'emploi des jeunes. Ce projet-là, il est inédit. Les jeunes que nous allons former, ils auront un titre de qualification, mais aussitôt après, ils sont insérés. Il n'est plus question tout simplement dans nos familles religieuses, que les jeunes apprennent uniquement le Coran.
Ça c'est déjà très bien, mais il faut quand même un métier. Cheikh Omar Dankoko, ingénieur contrôleur chargé de l'eau technique, assure l'installation technique du chantier. Nous en avons recruté 13. Nous prévoyons en recruter jusqu'à 50. Les 13 là, il y a au moins 10 qui sont sur la partie électricité, 2 sur la partie informatique télécom, 3 sur la partie plomberie et 3 sur la partie climatisation. Donc ils sont affectés aux entreprises qui sont chargées de ces lots-là. Selon le coordonnateur du comité de pilotage, Mohamedou Matar Sissé, le recrutement des talibés s'est effectué sur la base d'une sélection rigoureuse établie d'accord parti avec les partenaires. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Revenons maintenant sur l'épongement de près de 40 milliards de francs CFA de dettes dues par les entreprises de presse, notamment au fisc. Épongement décidé par le chef de l'État hier. Patrons de presse et syndicats se réjouissent. Selon eux, ce geste devrait permettre de faire souffler bon nombre de médias qui, en retour, devraient penser à mettre leurs employés dans les conditions les meilleures. En d'autres termes, l'épongement de cette dette devrait profiter également aux travailleurs. Seydou Nourouba. Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, explique l'épongement de la dette des entreprises de presse par le chef de l'État. D'après les chiffres de la présidence de la République, la dette fiscale s'élève environ à 13 milliards et les redevances, donc 25 milliards. Donc ce sont ces dettes-là qui ont été épongées parce qu'il y a d'une part la dette fiscale et d'autre part donc les redevances des radios et télé. Mamadou Thior, président du CORED, estime que l'épongement de cette dette devrait alléger les lourdes charges de certains médias, mais aussi de permettre aux employés de se sentir beaucoup mieux sur les plans administratifs et financiers. En termes de recrutement et en termes de contrats, parce que souvent beaucoup d'agents sont précarisés par des contrats qui n'en sont que de nom. Il est bon quand même que rien que la convention qui vient quand même améliorer un temps soit peu les conditions de vie et de travail des acteurs des médias. Mohamed Kandji, journaliste au groupe E-Media Invest, secrétaire général Simpix E-Media, pense que la Covid-19 et d'autres facteurs endogènes ont fini d'étrangler certains médias. Ce geste du chef de l'État, selon lui, devrait être en premier ressenti par les employés. Les journalistes, notamment les reporters, vivent dans une précarité grave. Et donc maintenant, est-ce que cette décision aura un impact sur ces travailleurs-là qui se lèvent tous les jours à la recherche de l'information et pour informer juste et vrai? Mamadou Ibra Kane, patron du CEDEPS, est bien en phase, mais évoque un autre aspect qu'il faut prendre très au sérieux et qui rend la presse beaucoup plus vulnérable. C'est le lobby qui tiennent les médias. C'est un danger autant que les atteintes de la part de l'État sur la liberté de presse. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de presse sont contrôlées par des partis politiques ou bien des hommes politiques ou bien des lobbies religieux ou bien des lobbies économiques. Le CEDEPS, le CORED et les syndicats des différents médias pensent qu'il est temps que la presse sénégalaise devienne encore beaucoup plus forte. Et pour cela, il faut formellement assainir le milieu. RFM, la radio de toute l'actualité. L'Assemblée nationale en séance plénière ce mardi, entre autres textes portés à l'examen des députés, une proposition de loi portant pension des anciens députés. La dite loi abroge et remplace la loi numéro 59035 du 30 décembre 1959 portant règlement de la caisse de retraite des députés de la République. Voyons tout cela avec Koumba Sandiane Faye. Il y a eu comme exposé des motifs les conditions sociales des anciens députés jugés fortement dégradées du fait à la fois du niveau faible des pensions payées par trimestre et du coût de la vie. L'ancienne loi du 30 décembre 1959 portant règlement de la caisse des députés de la République du Sénégal qui régit la pension viagère n'a pas pris en compte ni l'augmentation du coût de la vie, ni même les différentes hausses notées sur l'indemnité des parlementaires. Pour pallier à cette situation, les députés ont jugé nécessaire de prendre des mesures importantes en vue d'améliorer de façon substantielle la pension des anciens députés. Une proposition de loi qui vise donc à abroger et remplacer cette loi de 1959 portant règlement de la Caisse des députés de la République. En son article 1er, tout député a droit proportionnellement au nombre de mandats effectués à une pension viagère normale à partir de 55 ans révolus.
élu s'il n'est investi d'aucun mandat électif. La réélection à l'Assemblée nationale du Sénégal d'un ancien député titulaire d'une pension entraîne donc la suspension de la pension jusqu'à la fin de son mandat. La veuve d'un ancien député aura droit à une pension de réversion, mais avec des conditions. Le conjoint veuve d'une femme députée a également droit à cette pension s'il remplit les mêmes conditions. Le taux de la pension normale prévue à l'article 1er du présent règlement est égal à 75% du montant de l'indemnité législative du député en cours de mandat. Les pensions seront payées mensuellement et à terme échu par le Trésor de l'Assemblée nationale. Pour ce qui est des dispositions transitoires, si la caisse spéciale de retraite est dissoute, les actifs et biens résultant de cette dissolution sont directement versés dans la caisse de l'Assemblée nationale. En tout cas, s'il est élu, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, promet une indemnité mensuelle aux personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont pas d'allocation de retraite. Il était à Kaffrine et le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar promet également 1 million d'emplois aux jeunes et 50 milliards de francs CFA comme fonds spéciaux pour chaque région. Ndeye Awa Beye. Le voici au micro de Ndeye Awa Beye. La somme de 50 milliards, c'est pour que les régions règlent les priorités qui sont dans leur département. Et ça n'a rien à voir avec le budget des programmes d'électrification, d'hydraulique, des routes. En ce qui concerne les bourses de sécurité familiale allouées à 350 ou 400 000 personnes, je vais les revoir à la hausse. C'est pour une indemnité mensuelle des personnes âgées de 65 ans et qui ne bénéficient pas de retraite. Car nous devons marcher ensemble et puis mettre l'accent sur le respect et la solidarité. On a fixé l'objectif de ces 50 milliards d'ici 5 ans. Les jeunes auront aussi un stade dans chaque département. Moi, Amadou Ba, je veux être le président de la République de tous les Sénégalais. 2024, nous apprenons à l'instant que des affrontements ont été notés à Kaffrine entre militants de la coalition Benno Bokk Yakaar et ceux de la coalition Diomaye Président. C'était dans la soirée lors de l'arrivée du candidat Amadou Ba sur place. Il y a eu des blessés. Les deux camps s'accusent mutuellement. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions avec Ndeye Awa Beye, notre correspondante sur place. On termine avec Sédhiou et Khalifa Babacar Sall qui déplorent la salinisation des rizières et le manque d'emploi des jeunes ainsi que l'absence d'infrastructures. Le phénomène du vol de bétail a également été évoqué. Une fois élu, en tout cas, le président de la coalition Khalifa président promet des solutions à tous ces problèmes. Il est au micro de Bakary Konté. Depuis que nous sommes arrivés ici, tout le monde se plaint. Les populations dénoncent la cherté de la ville. Elles ne cessent de se plaindre. Parfois, ce sont des propos qui font mal car elles sont très fatiguées. Autre problème, les terres sont salinisées, le manque de semences, de matériel agricole. Si tu demandes aux jeunes quelle est votre première priorité, la réponse c'est le travail. Et quel travail? On te parle de l'agriculture. L'élevage et l'agriculture s'est développé ici, mais aujourd'hui c'est impossible. Donc les jeunes sont obligés de faire l'immigration clandestine ou se rendre dans les grandes villes comme Dakar ou Ziguinchor. Depuis l'indépendance, depuis plusieurs années, les Sédhiouas ne cessent de réclamer la construction de ponts. Les Sédhiouas disent qu'ils sont oubliés par le gouvernement, car le gouvernement est en train de construire partout des ponts. L'autre problème qu'il faut combattre est le vol de bétail. Pourquoi c'est difficile? Car ce trafic est devenu international, transfrontalier. Ils viennent avec des armes, ils tuent ou blessent les bergers. Et même si ces voleurs portent plainte, on arrête les bergers. On doit combattre cela. En tout cas, si je suis élu président de la République, je vais éliminer ce fléau. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. On commence avec la Gambie. La loi visant la levée de l'interdiction de l'excision examinée hier à l'Assemblée nationale. Seulement, la loi n'a pas été adoptée. Les députés ont décidé de renvoyer devant une commission nationale les débats à Wambaye. Que nous retrouverons dans un court instant sur cette loi, vous l'avez dit, visant la levée de l'interdiction des mutilations génitales féminines examinée hier à l'Assemblée nationale. Seulement, cette loi n'a pas été adoptée. Les députés ont décidé de renvoyer devant une commission nationale les débats
La décision a été prise lundi alors que les parlementaires examinaient ce sujet qui divise en Gambie. Les défenseurs des droits de l'homme gambiens craignent que l'adoption de ce projet de loi n'annule des années de travail pour mieux protéger les filles et les femmes. Le texte précise qu'il vise à préserver la pureté religieuse et à sauvegarder les valeurs culturelles. Pour rappel, un député gambien a fustigé les amendes prononcées contre 3 exciseuses l'année dernière et un projet de loi a été déposé avec le soutien du Conseil suprême islamique de Gambie. Selon ce parlementaire et les organisations religieuses, interdire l'excision, c'est enfreindre le droit des Gambiens à pratiquer leurs coutumes et traditions profondément enracinées. Selon les chiffres de l'UNICEF de 2024 repris par RFI, l'excision est restée largement pratiquée en Gambie, même depuis son interdiction en 2015. 73% des femmes gambiennes sont excisées, dont la plupart avant l'âge de 5 ans. L'interdiction de l'excision a été adoptée, Souleymane, en 2015. Au Nigeria, nouvelle vague d'enlèvement. Plus de 100 personnes kidnappées dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Ces enlèvements ont lieu lors de 2 attaques distinctes. Tom Choran. Ces attaques ont eu lieu dans la région de Kajuru, dans l'état de Kaduna. Ousmane Dalami Stingo, représentant de Kajuru à l'Assemblée législative de l'État, a confirmé que les tireurs ont ciblé les communautés locales samedi et dimanche, enlevant 14 femmes, puis attaquant une autre localité dans la nuit de dimanche à lundi, en enlevant 87 personnes supplémentaires. Les assaillants sont connus pour leurs actes de violence et d'enlèvement dans les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria, la plupart étant d'anciens éleveurs en conflit avec les communautés locales. Les habitants ont exprimé leur frustration face à l'absence des forces de sécurité dans les villages isolés, où les attaques sont devenues monnaie courante et les arrestations rares. Certains proches des personnes enlevées, comme Madaki Tanko Aridou à Dogon Noma, déplorent également le manque de réaction des autorités, soulignant l'absence de signalement d'hommes de main dans la région. Pendant ce temps, les forces de sécurité n'ont pas encore fourni de détails publics sur l'opération de sauvetage des écoliers enlevés au début du mois. Les enfants sont présumés retenus en otage dans les vastes forêts qui relient la plupart des États de cette région troublée. Le président Bola Tinubu, récemment élu à la tête du Nigeria, a exclu le versement de rançon dans le cadre de l'opération de libération des enfants enlevés. Cependant, le gouvernement n'a pas encore commenté les dernières attaques, laissant la population dans l'angoisse face à cette recrudescence de la violence et des enlèvements dans le pays. En République démocratique du Congo, le journaliste Stanis Boujakera, bientôt libre, il a été condamné hier à 6 mois de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa, une peine qu'il a déjà purgée. Stanis Boujakera, correspondant de Jeune Afrique, était accusé d'avoir fabriqué un document incriminant le renseignement militaire congolais dans la mort de l'opposant Chérubin Okende, dont les funérailles démarrent ce mardi. Au Maroc, la première récolte légale de cannabis a atteint 294 tonnes en 2023, une annonce de l'ANDRAC, l'organisme de réglementation du cannabis. Cela après que le Maroc a approuvé la culture du cannabis et son exportation à des fins médicales et industrielles. Selon l'ANDRAC, la récolte a été réalisée par 32 coopératives regroupant 430 agriculteurs couvrant 272 hectares dans les régions montagneuses du nord du Rif. La guerre Israël-Hamas, pour terminer, le secrétaire d'État américain va se rendre une nouvelle fois au Moyen-Orient cette semaine. Anthony Blinken est attendu en Arabie Saoudite et en Égypte dans le cadre des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et augmenter l'aide humanitaire. En attendant, les pourparlers entre le chef des services de renseignement israélien, le premier ministre du Qatar et les responsables égyptiens se poursuivent à Doha. Georges Détié Diop, le journal international à l'instant. Merci. RFM Sport. L'actualité des sports, c'est avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, bonjour à tous. On commence avec les Jeux africains Ghana 2024 football. Le Sénégal vise la finale du tournoi. Et le Sénégal, qui doit rencontrer tout à l'heure, ce sera donc à 20h GMT, l'équipe du Ghana, c'est prévu au stade sportif d'Accra. Et cela pour une place en finale du tournoi réservé aux moins de 20 ans, un choc dont il est difficile de prédire l'issue avant le coup de sifflet.
L'équipe du Sénégal confiante avant la demi-finale contre le Ghana. Sodekam. Les Lionceaux à l'assaut du pays hôte, le Ghana. Une demi-finale qui s'annonce palpitante. Idrissa Gueye, qui avait réalisé un doublé lors du match contre le Nigeria, reste confiant. On a fait le travail nécessaire pour essayer de se tirer d'affaire face au Ghana. C'est clair que ce ne sera pas facile puisque c'est le pays hôte. Mais retenez que nous avons vraiment travaillé dans le sens de gagner ce match-là. Mais clairement, on le sait, ce ne sera pas facile. Quelle que soit l'adversité qu'il y a, nous devons en tout cas de nous battre. C'est vrai qu'il s'agit de rencontres qui vont nous mener en finale. On se donnera les moyens pour y arriver. Le sélectionneur adjoint ne se fait pas de soucis par rapport aux supporters de leur adversaire du jour, Souleymane Diallo. Oui, on a demandé aux garçons de considérer le chaudron ghanéen comme étant le chaudron sénégalais. Autrement dit, si les gens crient, on pense qu'ils crient pour nous. Les garçons, ils sont préparés là-dessus. On a fait une séance vidéo, on a prétexté effectivement des images d'animation adverse. Et je pense qu'ils sont capables de gérer cela. Aujourd'hui, le footballeur sénégalais, c'est des garçons qui ont joué une Coupe du Monde, qui ont joué contre la France. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont assez matures et ils ont assez d'arguments pour pouvoir faire face à ces genres de matchs-là. C'est le même ressenti du côté des joueurs. L'attaquant Idrissa Gueye confirme. Bon, la pression, le public, on fait abstraction de tout cela. Vous savez, c'est comme ça. Mais bon, on est habitué. Et je pense que ce match-là, comme je le prédisais, ce ne sera pas un match facile. Et ça, nous le savons. Mais nous pouvons donner les moyens de se tirer d'affaire, quelle que soit l'adversité qu'il y a aujourd'hui sur la pelouse. Les protégés de Serigne Saliou Dia vont essayer de sauver l'honneur des Lioncelles, éliminés justement hier par le pays hôte. Justement, dans l'autre demi-finale, l'Ouganda affrontera cet après-midi à 17h le Congo. Pour en revenir au match du Sénégal, c'est prévu à partir de 20h GMT. On aura un derby ouest-africain, finale du tournoi féminin de football de ces Jeux africains. Le Ghana défiera en effet le Nigeria. Les Black Princess ont dominé hier le Sénégal 3-1. Plus tôt hier, les Falconets du Nigeria ont battu également l'Ouganda sur le score de 2-0. Suleiman. Goal toujours avec la fenêtre FIFA de ce mois de mars. Aliou Cissé opte pour un turnover. Oui, en regroupement depuis dimanche en France. L'équipe s'est entraînée hier sous la houlette justement du technicien. Le sélectionneur qui a annoncé par ailleurs la couleur veut utiliser tous les 31 jours convoqués lors des 2 matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin. Le sélectionneur des Lions du Sénégal juge important de donner du temps de jeu aux nouveaux joueurs. Je vous propose d'écouter Aliou Cissé. C'est l'occasion justement de pouvoir ouvrir la tanière, d'avoir de nouveaux joueurs, de pouvoir aussi leur donner la possibilité de pouvoir jouer. Parce que c'est ça, les amener c'est une chose, mais aussi leur donner du temps de jeu, ça c'est important. Donc c'est un match amical, ce sont des matchs amicaux aujourd'hui qui doivent nous permettre non seulement d'ouvrir la tanière, mais aussi de donner du temps de jeu aux garçons qu'on n'a pas l'habitude de voir débuter. Donc l'objectif c'est de faire jouer tout le monde. On va se débrouiller avec en réalité l'arbitre pour qu'on puisse avoir un maximum de changements, ce qui nous permettra de faire participer tout le monde. C'est vrai que depuis un bon bout de temps, on n'a pas ouvert la tanière de cette façon, de cette manière, du fait que il y avait beaucoup de matchs officiels, des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde et des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et la préparation de la Coupe d'Afrique en réalité en Côte d'Ivoire. Cette préparation a commencé depuis le mois de janvier 2024. Aujourd'hui, au mois de mars, c'est vrai qu'après cette canne-là, c'était l'occasion justement de pouvoir ouvrir encore davantage cette tanière. Et je trouve que c'est pas mal. Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a précisé que le Sénégal affrontera d'abord le Gabon le 29 mars, puis le Bénin le 26 mars au stade de la Licorne. C'est à Amiens, en France. À vous, Souleymane, pour la suite du journal. Merci, cher Tidiane. Il est 12h et bientôt 28 minutes. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offrent votre revue de presse. La presse de ce jour, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le candidat de Benno Bokaka retrouve l'Union sacrée. Jusque-là, il battait campagne comme il pouvait sur le terrain. Mais depuis quelques jours, Amadouba est bien entouré. C'est toute la machine de la majorité présidentielle qui s'enclenche à ses côtés. Pied à pied, Enquête en a fait le constat dès sa première page. C'est l'union sacrée autour d'Amadouba. De plus en plus, Benno fait bloc autour de lui. Le journal relève que c'est le chef de l'État qui a lâché les troupes. Il les a reçus pour leur demander de soutenir activement le candidat. Des scènes de retrouvailles dans le Nord, à Nioro et à Kaolack. Cela a eu le don, selon le témoin, de requinquer son directoire de campagne qui promet de passer dès le premier tour. Et Amadouba requinqué, décidément, a fait les nerfs vifs. Et Amadouba
a requinqué a décidément les nerfs vifs, constate Vox Populi. Hier, il a chargé encore Diomaye et Ousmane Sonko. Il a dit on n'a pas besoin d'un Sénégal de clivage et de clans. Ce serait une catastrophe selon lui que de lire quelqu'un qui est à la maternelle. Réplique de ce dernier: j'ai fait 15 ans aux impôts et domaines comme mon grand frère Ousmane Sonko, j'ai les mains propres. On n'a pas le temps pour un deuxième tour, il faut y aller dès le premier. Pour enquête, Diomaye joue la carte de la transparence. Le journal Les Échos pointe des pics, des répliques, des attaques et autres contre-attaques. Les autres candidats aussi font ce qu'ils peuvent pour exister. Le journal Les Échos a ouvert ses colonnes à Khalifa Sall qui décrète Pakao fatalé. Le Pakao est mort en langue mandingue. Dans Libération, Mamadou Lamine Diallo propose de faire de nos régions des pôles économiques de développement. Avec nous, la mainmise du président de la République sur les autres pouvoirs sera un mauvais souvenir, promet Serigne Mboup Adiombas, PDF. Pape Djibril Fall fustige les combats issus de l'immaturité de certains hommes politiques. Nous allons redonner à Rufus son prestige d'antan. Anta Babacar Ngom de dire pour sa part être prête pour un patriotisme économique. Pour Libération, le scrutin approche, l'adrénaline monte. Le journal Info constate que même le secteur privé est en campagne. Il a soumis une charte de priorité et engagement aux candidats. Le PDS, quant à lui, est à l'heure du choix, affirme le quotidien, après l'élimination de son candidat Karim, qui demande aux militants de rester à l'écoute de Maître Abdoulaye Wade. Le mandataire de Karim, Maguette Sy, est prudent dans l'Observateur. Selon Maguette, d'une manière ou d'une autre, le PDS participera aux élections. Le parti se prononcera au plus tard mercredi, donc demain. Titre du journal Le Mandat, le PDS cogite sa partition. Maître Abdoulaye Wade reprend les pouvoirs. Selon enquête, le PDS va choisir un favori, mais Walfadri indique déjà que Karim est poussé vers le candidat Amadouba. Il y a une diplomatie politique souterraine de Serigne Mbacké Ndiaye. Hier, Babacar Gaye, l'ancien directeur de cabinet politique de Maître Abdoulaye Wade, a écrit une lettre à Karim. Dans une lettre ouverte, il l'invite à faire ce qu'il appelle le bon choix, soutenir Amadouba, un libéral comme lui, pour permettre, je cite, à la démocratie sénégalaise de continuer son chemin. Les chemins de campagne alertent donc jouer les violences, c'est toujours quotidien. L'Observateur a fait ce matin focus sur les mésaventures de victimes de campagne, paroles de victimes de violences à écouter en page intérieure de l'Observateur. Mot pour mot, la loi d'amnistie qui fait ses effets, les forces spéciales et pyromanes de l'UCAD, les monstres du bus Tata de Yarar, tout ce beau monde ou plutôt tout ce bas de monde. Libre, le journal Les Échos note que Sidi Diatta et 4 autres jeunes tués par balle à Ziguinchor, morts pour rien, des crimes sans criminels. Pape Mamadou Seck, les étudiants soupçonnés d'avoir incendié l'UCAD, les individus ont pris le vif des enfants dans un bus à Yarar, tous libres. Tout est pardonné. Libé note que c'est une vague de libération qui a été enregistrée hier. Bonne nuit à tous. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. À 12h32, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Awambaï, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop, Maïssa Mbaye au digital et à la production Alioune Ba. À 13h, le grand journal en Wolof vous sera présenté par El Hadj Ndiogou Diène. D'ici là, le journal de la campagne électorale avec Fama Dione. Bonjour Fama. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Présidentielle 2024, la RFM au cœur de la campagne. Rendez-vous tous les jours dans RFM Matin. Histogéo aux couleurs de la campagne avec El Hadj Ndiogou Diène, Allô Sénégal, Escale. À suivre, le journal de la campagne, première partie, après les éditions de 12h et 13h. Agenda, Actu Campagne, le direct du jour, Diaspora. Avis d'experts, la campagne 2 avec DJ Colosse. Géoubi de 15h à 16h30 avec Makumba Bay. Meeting tous les jours de 17h à 18h. La campagne à chaud avec des directs avec les envoyés spéciaux et reporters qui couvrent les activités des candidats et de leur coalition. C'est avec Awambay et Mohamed Jodiop. Journal de la campagne, deuxième partie, après les éditions de 21h et 22h, du lundi au dimanche. Vous aurez écho de campagne, éclairage, web campagne, carte électorale, agenda. Présidentielle 2024, la RFM au cœur des événements. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e numéro du journal consacré à la campagne électorale.
Devant ce micro, Fama Dion, la technique, Abdoulaye Diop, dernière ligne droite de cette campagne électorale. Les candidats commencent à rallier Dakar. C'est le cas de la coalition John 2024. La Médina, qui sera donc à la Médina entre autres zones, entre Babacar Ngom est attendu, elle, dans le nord. Khalifa Sall, lui, attendu à Diourbel. L'agenda du jour porte la signature de Nafissatou Silla. À retenir pour l'agenda de ce mercredi 19 mars 2024, plusieurs étapes pour les candidats. Mamadou Lamine Diallo de Teki 2024 se rendra dans la journée à Thiès avant de rallier Ndande, Kébémer et Louga. La coalition La Relève d'Anta Babacar Ngom compte investir le nord du Sénégal. Elle a quitté Saint-Louis à 9h pour des caravanes à Ngalel, Ross-Béthio, Rosso Sénégal et Dagana. Un grand dogu est prévu à Richard Toll dans la soirée. La coalition Khalifa Président prévoit une caravane à Diourbel. Benno Bokk Yakaar sera aussi dans le Baol. Amadouba se rendra à Diourbel, Bambey, mais aussi dans le Sine avec les étapes Gossas, Niakhar et Fatick. Il fera aussi une escale dans le Saloum. À Guinguinéo. Après Tivaouane, la coalition des Tchefal 2024 se rendra à Diourbel, Bombay, après à Gossas. Le PUR sera dans le sud du pays. Ziguinchor et Bignona accueilleront Alioune Mamadou Dia qui se rendra après dans le Saloum, précisément à Nioro, Guinguinéo et Kaolack pour une caravane. Pour la coalition Diomaye Président, la caravane se scinde en deux avec Bassirou Diomaye Faye Amadouba qui bénéficie pleinement désormais du soutien de ses camarades de parti et alliés. De Louga à Kaffrine en passant par Fatick et Kaolack, Thérèse Faye, Moustapha Diop, Mohamed Ndiaye Rahma, les responsables de l'APR ont mouillé le maillot. Sénégalais de l'extérieur, aujourd'hui nous allons écouter ceux qui vivent à Londres. Amadou Kébé préconise la mise en place d'un budget social destiné aux Sénégalais de Londres qui font face à la cherté du coût de la vie. On attend un bon service, pour nous Sénégalais à l'extérieur envers les ambassades, parce que c'est un peu compliqué de renouveler les documents, par exemple la carte d'identité ou le passeport. Et ça prend un peu de temps pour avoir le rendez-vous, et quand tu appelles, des fois ça ne marche pas. Plusieurs candidats ont pris des engagements concernant l'emploi des jeunes. Amadouba qui promet 1 million d'emplois. Vous y croyez? Oui, bonjour. Ce que je tenais d'abord à dire est que nous, les jeunes, la raison pour laquelle nous avons créé cette plateforme est que nous avons constaté que les questions de jeunesse, autrement dit, les questions concernant les jeunes Sénégalais ne sont pas toujours au rendez-vous des campagnes électorales. Il n'est pas que des questions électorales, des questions politiciennes. C'est la raison pour laquelle nous, on s'est décidé à nous battre pour que la question de l'emploi, pour que la politique de jeunesse puisse être au cœur de la campagne. Maintenant, heureusement que des candidats en parlent. Donc maintenant, ce qu'il faudra savoir, ou bien ce qu'il faudra demander aux candidats, mais quels sont les mécanismes par lesquels ils arriveront à atteindre les chiffres qu'ils évoquent. Comme vous le savez, aujourd'hui au Sénégal, nous sommes à plus de 18 millions d'habitants. Et plus de 12 millions sont des jeunes. Et la plupart des jeunes, ils sont à la recherche d'un emploi, ils sont à la recherche d'une formation professionnelle. Mais ils sont aussi à la recherche d'un meilleur vivre dans leur pays. Donc c'est sur ce point-là que nous attendons les candidats pour qu'ils soient plus explicites par rapport à leur politique de jeunesse, à leur politique d'emploi et à leur politique visant à la représentation des jeunes dans les institutions de prise de décision au Sénégal. Alors, quand on parle de l'emploi des jeunes, on a vu la course à la présidentielle. Ils sont 19 au total, mais la majorité ont dépassé. La majorité ne sont pas des jeunes. Comment vous voyez cela, une élection présidentielle avec plus de la moitié des candidats qui ne sont pas des jeunes? Et est-ce que vous pensez que ces personnes-là vont prendre en compte vos préoccupations, vous les jeunes? Oui, comme vous le savez, nous désolons de cela, mais il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs sociologiques qui ne prêtent pas envers les jeunes. C'est un problème. C'est pour cela que nous essayons de nous battre pour que la voix de la jeunesse puisse être entendue. Aujourd'hui, à l'Assemblée, il y a très peu de jeunes. Alors que nous voulons qu'aujourd'hui, à l'Assemblée et dans toutes les instances de prise de décision, qu'il puisse y avoir au minimum 30% de jeunes.
Donc c'est notre combat. C'est déjà bien qu'il y ait des jeunes parmi les candidats, parce qu'on a vu que des élections où il n'y avait pas du tout de jeunes. Maintenant, ce que nous voudrions, c'est que nos préoccupations puissent être le souci de nos politiciens. Maintenant, pour cela, il faudra que les jeunes du Sénégal et de la diaspora, qu'ils s'organisent et qu'ils imposent leur volonté. Parce que nous sommes aujourd'hui l'écrasante majorité de la population, mais à chaque fois, nous nous laissons amener, nous nous laissons divertir par des questions qui ne nous amènent à rien. On nous utilise uniquement pour la violence, pour se battre, pour des mobilisations, pour des invectives, alors qu'aujourd'hui, on devait être au cœur de la campagne, on devait être au cœur des dispositions pour que dans un futur, qu'on puisse être dans les instances de prise de décision pour pouvoir parler de nos problèmes. C'est les jeunes qui portent les revendications des jeunes. Si vous prenez des vieilles personnes, elles seront tentées de porter les revendications des vieilles personnes. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons aujourd'hui que les jeunes aillent au pouvoir. Nous ne disons pas que les vieux doivent partir, mais il doit y avoir une représentativité des jeunes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train d'étudier les programmes des différents candidats. Nous sommes en train de discuter avec certains candidats pour voir comment nous, on va nous organiser pour pouvoir certainement accompagner un candidat qui portera nos revendications. Merci beaucoup. Et qui nous aidera à avoir cette gain de cause dans notre politique d'emploi et notre politique de jeunesse. Merci beaucoup, Yves Zalé. C'est le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Le Pur, Ali Mamadou Dia, est un fonctionnaire international qui a longtemps évolué au sein du système des Nations Unies. Il aspire aujourd'hui à diriger le Sénégal. Nongoka nous parle de lui dans le portrait du jour. Le PUR a désigné un candidat qui était loin des projecteurs. Aliou Mamadou Dia est le porte-étendard du Parti de l'Unité et du Rassemblement pour la présidentielle de 2024. Serigne Moustapha Sy, venu assister à la cérémonie de présentation de son candidat, s'est montré très rassurant. Lui qui soutient un choix gagnant. dinañ ko ndokkeelu bëccëg di xaar nag ba takkusaan ja jot ñu soog a ndokkeelu dëgg inchallah. L'homme choisi par le guide des Moustarchidine est plus connu hors du territoire national. Il est un fonctionnaire international très imprégné dans le système des Nations Unies. Aliou Mamadou Dia était le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun. Auparavant, il était en poste au Togo pour le PNUD de 2019 à 2023. Au Togo, l'expert onusien a été coordonnateur résident du système des Nations Unies pendant plus de 2 ans. Le candidat du PUR a aujourd'hui capitalisé plus de 18 années d'expérience et de pratique dans le domaine du développement durable en Afrique au sein de l'ONU. Il a travaillé et soutenu plus d'une trentaine de pays en Afrique dans la mise en œuvre de leurs programmes pays et de leur cadre de coopération pour le développement durable. Il a effectué des missions pour les Nations Unies dans des zones de conflit, des missions qui l'ont conduit en République démocratique du Congo, au Sahel, au nord-est du Nigeria, au nord du Cameroun et au Tchad. La gouvernance de crise, les droits de l'homme, l'état de droit, la consolidation de la paix ou la réduction des risques de catastrophes naturelles, entre autres domaines, Aliou Mamadou Dia y a développé une solide expertise technique et des compétences. Il a mené à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant plus de 5 ans des activités de recherche et d'enseignement dans le cadre de la préparation de sa thèse de doctorat au département de géographie et à l'université Marne-la-Vallée en France. Aliou Mamadou Dia va certainement mettre en avant son expertise et ses compétences dans le domaine du développement durable pour convaincre les électeurs de voter pour lui le 24 mars 2024. Les membres de PDS vous reprochent d'avoir créé des tensions comme votre surnom TAS. Quelle est votre appréciation là-dessus? En vérité, je n'ai fait que mon devoir de Sénégalais candidat à la présidence de la République de signaler tout risque grave qui pourrait compromettre le pays ultérieurement, notamment si un candidat ne respectait pas les dispositions prévues par la Constitution et le Code électoral. C'est ce que j'ai fait. La question est de savoir pourquoi eux, ils ont refusé de regarder la réalité. Et cela prouve d'ailleurs que fondamentalement, c'est parti qui ne peut